Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette nouvelle saison du séminaire patrimonialité, saison 3 déjà, et seulement. Et nous avons pour ce semestre essayé de composer un programme qui fasse un petit pas de côté parmi les littératures ou les pratiques littéraires patrimonialisées. Et donc ce premier volet va être consacré aujourd'hui à 2 interventions autour de culture et de pratiques moins légitimes ou un peu hors cadre, avec la poésie de rue dans les rues de Rome, qui nous sera présentée par Giovanni Vitali, et les pratiques autour des fanfictions par Mélanie Bourda. Voilà, donc sans plus attendre, je vais céder la parole à Giovanni Vitali, que je vais présenter en quelques mots, et que je remercie tout d'abord d'avoir bien voulu intervenir aujourd'hui. Giovanni Vitali est maître de conférences en humanité numérique à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il fait partie du laboratoire d'IPAC et il s'intéresse à l'étude des relations entre production artistique, mouvements sociaux et politiques. Et ses axes de recherche se situent aux confins de l'histoire et de la politique, de la littérature et du multilinguisme, et de la méthodologie numérique. Il est aussi très versé dans les humanités numériques, dans les techniques de traitement automatique des langues et de l'analyse du discours. Il est également spécialiste de cartographie numérique et parmi une publication récente, je signale un ouvrage paru en 2020, Voices of Dissent, Interdisciplinary Approaches to New Italian Popular and Political Music. Voilà. J'espère vous avoir présenté de manière assez exhaustive et je vous cède donc la parole. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup pour l'invitation, pour cette possibilité d'échange. Je suis très content de voir aussi Chiara. Ça fait un petit moment qu'on ne se voit pas. Et en fait, j'ai pensé la présentation d'aujourd'hui comme aussi comment une opportunité pour échanger sur ces sujets, dans le sens que en fait, je vais vous raconter un petit peu une recherche que j'ai conduite déjà il y a un petit moment et sur laquelle je continue la réflexion et qui est au centre aussi d'un projet que je suis en train de monter pour les prochains appels. Je ne sais pas lesquels, mais en général, je suis en train d'essayer de monter un projet autour de la question de la street poetry et de tout ce qui concerne en fait une réflexion sur les productions culturelles par les activistes et les militants. Donc, j'aimerais bien pouvoir en discuter avec vous. Je dois vous dire tout de suite que je suis un humaniste dans une grosse crise d'identité parce que en fait, je viens d'une formation littéraire et linguistique et ensuite, maintenant, effectivement, je suis en histoire. Donc, je fais bien sûr de l'histoire culturelle, mais effectivement, mes études sont toujours un peu au carrefour entre différents types d'approches et ils trouvent effectivement à travers la question d'une approche épistémologique, qui pose son épistémologie autour de la question numérique. Donc, j'espère pouvoir aussi échanger par rapport à ça, par rapport à vos questions ou à des, comment dire, aussi des propositions par rapport à ce qu'on pourrait faire de ces matériaux. Je vais tout de suite partager la présentation. J'ai aussi des vidéos. J'ai essayé aussi de sous-titrer un peu rapidement pour vous permettre de suivre aussi l'italien. Mais je pense qu'ils peuvent être intéressants justement aussi voir et respirer un peu le climat de la ville de Rome à travers ces vidéos. Est-ce que vous voyez la présentation? Super. Donc, alors, comme je vous disais, justement, il s'agit d'une recherche qui a commencé en 2018 et qui a vu la collaboration d'un groupe de poètes qui s'occupe de un petit peu diffuser des messages poétiques dans la ville de Rome. Ce sont de poésies qui ont un petit peu cet aspect. Donc, vous les trouvez un peu partout dans la ville. Moi, j'habitais à Rome pour un moment lors d'un postdoc. Je faisais recherche en archives
dans l'un des quartiers sud de Rome, Eur s'appelle, et en allant vraiment au travail, je voyais ces poésies un peu partout, hein, un peu dans le métro, dans plusieurs espaces de la ville. Et justement, comme je vous disais, ces premières études, il est sorti en 2018 dans Humanistica Digitale, qui est la revue en fait comme Humanité numérique pour Humanistica, donc l'association d'humanité numérique dans la francophonie. Ça, c'est pour les côtés italiens. L'article un peu fait en réflexion autour des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Et voilà, justement, pour retourner sur la présentation, pour ne pas trop aller par-ci, par-là, ça, c'est l'aspect des poésies que vous trouvez un petit peu partout dans l'espace de la ville de Rome. Vraiment, je vais vous montrer un exemple géospatial de la ville et de la distribution de poésie. Mais la chose vraiment qui est intéressante, c'est que ces poètes ils sont donnés des règles précises. Donc, vous voyez, la poésie est écrite avec un marqueur. Ces poètes, ils ont vraiment manifesto, ils se sont donné des règles, ils se disent il faut écrire autant, il faut écrire avec un marqueur noir, il faut pas utiliser des couleurs, etc. Donc, c'est vraiment un groupe de poètes qui a structuré son activité autour une discipline poétique et textuelle précise. Ces poètes viennent d'un petit quartier, enfin, un grand quartier en vrai, de Rome, au sud de Rome. Alors, je ne sais pas si si vous connaissez un petit peu la réalité de Rome. Moi, je ne viens pas de Rome, je l'ai vécu, mais en fait, des fois, les quartiers sont très, 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 très caractérisés. Les quartiers en question, c'est les quartiers du Trullo. On va voir dans un instant plus précisément quel type de quartier, de quel type de quartier il s'agit. Je vais un moment repartager la présentation parce que je ne sais pas si j'ai inclus le volume. Attendez, hein, juste un second. Tac, non, je ne l'avais pas fait. Voilà. Donc, les quartiers du Trullo. Ah oui, voilà, pardon. Les poètes. Déjà, c'est vraiment c'est intéressant. Il s'agit d'un groupe de 7 poètes, dont 2 femmes et 5 hommes, qui, en fait, ils ont un petit peu une référence spécifique. Ici, vous voyez un petit peu la quantité des poèmes que j'ai réussi à mettre ensemble lors de la première recherche. Et en fait, les nombres 7, un nombre très, 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 très important pour la ville de Rome parce qu'on fait référence à la tradition historique de la ville et eux-mêmes, en fait, ils se déclarent 7 comme les premiers rois de Rome. Et il y a vraiment, vous verrez pendant que je présente le contenu, comme ces poésies, en fait, ces poètes font toujours référence en tradition populaire romaine à l'histoire, etc. C'est presque impossible probablement de ne pas faire ces références parce que la ville de Rome est extrêmement caractérisée par une approche historique, parce que c'est vraiment typique de la culture populaire romaine, faire référence à ces passés. Mais effectivement, il y a cette conscience. C'est une conscience qui n'est pas, qui est évidente et qui n'est pas effectivement cachée par ces poètes. Donc, vous avez Inumi Laconico, qui est un petit peu les chefs de ce groupe de poètes et qui s'occupe aussi de la gestion, si vous voulez, des réseaux sociaux. Et ça, c'est un côté intéressant parce qu'il y a une interaction entre l'espace de la ville réel et un espace virtuel qui se trouve sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer des exemples. Et ensuite, vous avez Herbestia, la bête, en fait, qui est les poètes les plus actifs dans les groupes. Et les autres, ils sont un peu, qui font des activités, mais sont moins présents que les premières deux. Quand j'ai parlé avec Inumi Laconico, leur chef, en fait, on s'est vraiment beaucoup parlé. C'était super intéressant parce que mes approches de recherche étaient comparées à leurs pensées constamment. Et donc, moi, j'étais libre de gérer les contenus comme je voulais et eux, ils me laissaient la liberté aussi. Mais ils m'ont laissé prendre cette liberté et ensuite on discutait sur mes résultats. Et c'était extrêmement intéressant.
dans un cadre de distribution poétique, on le verra ensuite avec une carte numérique, ceux-ci sont les quartiers du sud de Rome les plus visités, dans lesquels il se trouve les plus haut nombre de poésies. Et intéressant parce que ce sont vraiment les quartiers du sud, du sud qui devient aussi la maison de ces poètes. Et est intéressant aussi parce que quand ces poètes ressortent de ces quartiers, en fait, ils démontrent comme leur pratique poétique et les thématiques de leurs poèmes, en fait, sont différents. Donc, il y a vraiment une approche géographique, cartographique, géographique à leur activité parce que quand sont chez eux parlent d'une chose, quand sont en dehors de chez eux parlent d'autre chose. Les types des messages sont, comme je vous disais, les types que vous voyez sur votre gauche. Donc, marqueur noir sur des différents types de supports, sur des marches, un peu partout. Et ensuite, la chose qui se passe, qui est super intéressant, ces poésies sont réécrites par des autres. Donc, quand j'ai parlé avec Inumi, il m'expliquait qu'il y a beaucoup d'émulation à l'intérieur de leur activité et ça lui arrive souvent de sortir de la maison les matins et de dire bah, tiens, ça, c'est pas nous qui ont écrit ça, c'est quelqu'un d'autre. Et il le voit surtout parce qu'ils utilisent comment dire, des moyens qui ne sont pas comment dire, des modalités qui ne sont pas les mêmes qui ont utilisé, qui utilisent eux et sur lesquels ont basé leurs pratiques et leurs règles à l'intérieur. Donc, si vous voulez, il y a des exemples. Je vais aborder la question des thématiques après, mais quand même, sur la poésie des gauches est une poésie liée à l'entité de la vie, qu'est-ce que c'est la vie, qu'il faut insister, qu'il faut combattre, qu'il faut lire, penser. C'est une poésie existentielle, mais qui passe sur un côté sociopolitique. L'autre, enfin, celle-là que vous voyez en bleu, est une poésie dans laquelle ils disent pratiquement avant que les cerveaux s'échappent, il faut éteindre la télévision et lire de la poésie. Et la dernière est super intéressante parce qu'il dit, basiquement, il dit que les poètes se sentent comme les nouveaux Catulle et qui est un Catulle qui vient du Trullo, les quartiers. Il y a beaucoup de références à l'histoire aussi poétique latine. Hein, c'est intéressant comme il y a une réélaboration aussi de cette tradition. Tout ça, ça se passe avec des graffitis, des graffitis qui représentent vraiment totalement l'histoire culturelle romaine, depuis vraiment sa naissance. Vous me dites si les volumes sont trop élevés, je vais le baisser au cas où, déjà, comme ça, je ne vais pas blesser vos oreilles. Ça va? Used as a means of communication. Graffiti is a powerful tool of the Roman people. Graffiti was very commonplace in the Roman Empire. If you look at the city of Pompeii, there are 13,000 examples of it that survive in a town that had a population of probably only that size. Most of the graffiti is about politics. It's saying vote for so-and-so in the upcoming election, or they are criticising other people, or many of them are just names scratched onto the surfaces. Voilà. C'est exactement la même fonction qui ont les graffitis, la majorité des graffitis des poètes del Trullo. Parce que effectivement, pour eux, la poésie devient aussi quelque chose à la limite entre les graffitis et les messages poétiques, dans le sens que les thématiques qui ressortent de leur production sont souvent liées à la politique, et sont souvent liées aussi à... ils font des claires références à la politique locale, principalement, mais aussi à la politique institutionnelle, nationale, etc. Grosso modo,
s'il y a une grosse, comment dire, approche culturelle roman à la production des textes sur les murs, il y a aussi une, comment dire, une importance du quartier à l'intérieur de leur activité. Donc, il y a cet dualisme entre identité romaine tout court et identité locale. Et ça, c'est la première chose qu'on remarque quand, en fait, on approche ces sujets, parce qu'il y a une différence aussi thématique, il y a une différence aussi des styles. Quand on verra dans un instant des questions, par exemple, des stylométries, on se rend compte qu'effectivement, il y a une différence aussi entre ce qui est destiné, par exemple, à être inséré dans une poésie dans la rue et ce qu'ils ont, par contre, destiné à être publiés dans des livres. Hein, parce qu'ils ont commencé à des moments à avoir une production poétique qui est édité, qui est publié dans des volumes. Donc, ça, c'est un petit description du quartier. C'est un quartier qui a une histoire aussi récente, hein, parce que est un quartier qui est utilisé par Pasolini dans Uccellini en film de 66, qui est au centre aussi d'une fable de Gianni Rodari, qui est l'un des écrivains poètes, je ne sais pas comment le définir, parce qu'il est un personnage mythique pour l'enfance des Italiens, littérature de la jeunesse, quelqu'un qui a eu un rôle important aussi parce qu'il était parti du mouvement partisan, qui a représenté un certain type d'approche à la littérature engagée pour les enfants. La présence de plusieurs artistes, vous verrez maintenant dans la vidéo que je vais vous montrer dans un instant, vous verrez qu'il y a les pittori anonimi del Trullo, qui sont des peintres, hein, qui s'occupent aussi d'accompagner les habitants, les citoyens du quartier avec leurs dessins, qui travaillent vraiment étroitement avec les poètes del Trullo. Et il y a aussi un mouvement de rappeurs, hein, des rappeurs qui animent des concerts, qui font des activités locales, extrêmement locales. Trullo s'appelle comme ça parce qu'il prend le nom de ces constructions que vous voyez ici. En fait, c'est un tombeau roman qui a la forme d'un trullo. Et trullo, ce sont des typiques constructions qui sont typiques des Pouilles, qui ont ces toits très typiques, triangulaires, coniques. Et en fait, pour cela, il était toujours appelé le trullo. Et beaucoup de poésie, comme cela que vous voyez là. Désolé, je n'ai pas tout traduit, mais là, basiquement, les poètes disent qu'il doit y avoir un lien entre les personnes âgées du quartier et les enfants. Donc, ici, ils font en sorte des pactes sociaux entre les différentes parts qui animent les quartiers. Je vais vous montrer cette vidéo parce que je trouve très, très, très intéressante. Et il montre aussi les trois expériences. Donc, d'abord, vous voyez les peintres, les pittori anonimi del Trullo. Ensuite, vous verrez les rappeurs dont la chanson est la bande sonore de la vidéo. Puis, vous voyez l'un des poètes, Erbeste, la bête. Donc, voilà, je l'ai sous-titré. J'espère qu'il ne sera pas trop rapide le sous-titre. Questo è un quartiere chiuso su se stesso, non ci sono fabbriche, non ci sono uffici, non c'è niente. Da fuori qui non viene nessuno. Uno per la cattiva fama che c'ha e poi perché non c'ha motivo la gente da fuori da venire qua. Ogni centimetro del mio quartiere mi riporta indietro, tipo macchina del tempo. Ripasso ogni momento, rivivo le esperienze di quando ero ragazzino, con le suole sopra lo stesso cemento e rifletto su chi c'è sempre stato e m'ha tirato su chi purtroppo ci ha lasciato e guarda da lassù, su quante cose sono rimaste tali e quali e quante altre sono cambiate e so che non torneranno mai più. Ho sempre vissuto il quartiere un po' come una casa allargata. Io vivo dentro queste 4 mura, però diciamo che casa mia è un po' tutto il quartiere. Per chi è nato qui in questo quartiere, per chi lo vive, sa benissimo che ci sono pochi stimoli nel fare arte. C'è dietro anche un desiderio di rivalsa, tra virgolette, cioè dimostrare che questo quartiere possa essere anche un luogo di costruzione, un luogo di poesia. Vorrei dire che ci torno quando voglio
e invece purtroppo la risposta è che ci torno quando posso. C'était la bande-annonce des documentaires qui sont en train de tourner depuis un moment. Et est intéressant parce qu'effectivement, vous voyez aussi une typique pratique populaire de Rome, c'est les carnavals. Certains endroits l'appellent libérés, dans le sens que il y a ces manifestations qui sont en masque et tout. Enfin, les gens sont déguisés, mais ils ont une approche politique par rapport aux gros événements du carnaval italien comme Viareggio, Venise, etc. Ils sont des carnavals qui ont des connotations politiques qui sont typiques des autours de Rome. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça se voit un peu comme vous voyez, la personne qui commence, qui parle au début de la vidéo, est les fondateurs des Pittori Anonimi del Trullo. Et en fait, il n'est pas quelqu'un de jeune. C'est l'effet d'une pratique en fait, qui, dans les années, s'est développée et qui trouve ses racines vraiment il y a longtemps. À l'intérieur de ça, en fait, moi, j'ai pris l'exemple, je travaille sur les poètes, basiquement parce que moi, je m'occupe de textes, et les textes est effectivement quelque chose qui peut être, avec mes approches, plus simples à gérer par rapport aux images. Je me suis toujours occupé des textes. Et grosso modo, en travaillant avec eux, j'ai créé la première composition de ce corpus, et je me suis rendu compte que les pratiques textuelles de ces poètes sont liées à 3 aspects principaux. Les premiers, bon, c'est la street poetry, on a déjà mentionné, qui se trouve partout, qui a qui a des émulateurs. Et là, il a été vraiment intéressant parce que j'ai mis ensemble plus des 400, 450 plus ou moins des poèmes, mais à la fin, quand on a analysé avec Inumi tous les poésies, on avait seulement 113 qui étaient originales, qui avaient été écrits par ces poètes. Les restes, en fait, c'était des émulations, des répétitions écrites par d'autres personnes. Oh, pardon. Et les flyers, c'est quelque chose de très complexe parce que les poètes, en fait, passent et affichent des flyers partout avec des messages. Je vais retourner sur ça maintenant, et les livres. Donc, ils ont effectivement une production littéraire qui n'est pas seulement des groupes, mais aussi il y a certains poètes qui écrivent eux-mêmes en fait leur poésie et qui sont publiés à l'extérieur du groupe. La pratique des flyers, c'est intéressant parce qu'elle est très difficile à cataloguer, parce qu'effectivement les flyers durent une journée, même pas. Donc quand j'ai essayé d'y aller et prendre, j'ai référencé en fait les flyers, je me suis trouvé vraiment dans des situations dans lesquelles j'avais vu quelque chose, j'ai retourné le jour après, il n'y avait plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très... Même en général, l'intérêt, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que vous voyez aujourd'hui est une instantanée de quelque chose qui n'existe plus. Parce que ce sont des textes qui sont destinés à se dégrader et en fait, être effacés par les temps. Et chaque jour, il y a une dimension poétique qui change. Enfin, chaque jour, chaque mois, en fait, si vous pouvez faire une géoréférenciation des poésies, vous verrez une réalité différente. Moi, je trouve fascinant parce que c'est effectivement comme s'il s'agissait d'une poésie qui est toujours en mouvement, qui change, qui prend la ville comme quelque chose toujours en mouvement. Voilà. La pratique d'afficher des poésies est une pratique, bon, on a déjà parlé de la question des graffitis, mais en fait, dans le 17e à Rome, mais aussi, et pas seulement à Rome, comme vous saviez, il y a eu toute une série de papes florentins, et ces papes florentins, ils ont amené cette tradition aussi à Florence. Il y avait toute une série d'associations poétiques qui s'occupaient d'afficher sur des statues, des sonnets principalement, qui simulaient simulait un discours de la statue. Donc, comme si la statue pouvait parler, en fait.
Et en fait, justement, l'hashtag qu'il utilise quand il place ses poésies en ligne, c'est si pouvait parler, si potesse parlare. Et est intéressant parce que effectivement, ce que vous voyez au centre est Pasquino, c'est-à-dire la statue qui, pour excellence, il est devenu la porte-parole de la poésie populaire à Rome. Donc, dans le XVIIe, il y avait énormément de poètes, mais aussi, on parle aussi des poètes populaires, hein, des personnes qui ne sont pas connues, ils affichaient des sonnets sur ces statues pour insulter, pour faire de la critique politique principalement. Et c'est quelque chose de très répandu à Rome. Il y en a plusieurs de ces statues, mais Pasquino est l'incarnation pour excellence. Et en fait, en italien, dans la littérature, on classifie ces poésies comme les pasquinate, du nom de la statue. Pour les poètes del Trullo, ça devient la pratique d'affichage sur des objets de la vie quotidienne. Vous voyez par exemple ici, vous avez un parchimètre. Hein, dans les parchimètres, les poètes ils font semblant que les parchimètres disent quelque chose, et il dit pratiquement qu'en fait il est triste parce que la maire de Rome il a augmenté les coûts de parking, et justement lui il n'a plus rien à manger parce que les gens évitent de s'égarer à l'intérieur de la ville parce que ça coûte trop cher, et donc lui il reste totalement sans manger, il est triste, etc. La question de la poubelle, vous savez que Rome a ces problèmes, que Rome est plein magnifique mais plein de problèmes. La question de la poubelle partout est un autre type de questions qui est abordée par ces poètes. Et là, vous avez une gazinière qui a été laissée dans la rue et qui effectivement, il part de combien ils se sont humiliés, fatigués, etc. Et que personne ne la veut plus et que personne la laisse là comme un objet qui n'a plus de sens, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. J'ai créé par rapport à ça des story maps parce que je ne savais pas comment traiter la chose. Je vous montre la première carte. Ça, ce sont des cartes qui ont seulement l'idée de visualiser en fait un petit peu ce type de poésie. Vous avez la possibilité d'explorer les contenus et de voir où ils se trouvent et ce qu'ils disent. Ça, je trouve fascinant. Ceci était la voiture de la maire de Rome. Donc, ils l'ont vu passer, ils ont vu qu'il garait là-bas, et caché, ils ont affiché à côté, en fait, un petit texte dans lequel ils disent pratiquement que tout le monde n'aime pas son propriétaire, et donc il a peur quand il voyage dans la rue parce qu'il a peur que tout le monde y rentre dedans. Donc voilà, ça c'était une première approche géospatiale à ce type de texte que je n'ai pas pu étudier parce qu'ils apparaissent et disparaissent constamment. Par contre, la chose devient plus intéressante quand on travaille sur la poésie et sur les textes. Ces poètes, ils ont vraiment essayé de faire une campagne de sensibilisation à la poésie. Donc, souvent, ils n'ont pas une approche comme les youtubeurs, mais souvent, ils publient des vidéos comme celle-ci dans lesquelles ils déclarent leur poésie. Ça, je vous montre un petit exemple. Vorrei averci uno strumento per comprendere fino in fondo la follia del nostro tempo, tutto l'odio di sto mondo. Vorrei averci uno strumento per dar senso a sto rumore che azzittisce pure il vento e che ci atrofizza il cuore. Vorrei averci uno strumento e addomesticare il tormento che ci spegne ogni parola. Vorrei averci uno strumento per cambiare la sorte mia, ma c'è solo un sentimento, carta, penna e una poesia. Et qui est très intéressant est aussi la question linguistique. Hein, c'est l'autre point que je trouve fascinant parce qu'effectivement, Rome a une situation linguistique particulière parce qu'il n'est pas un domaine dialectophone totalement.
les dialectes des Roms dans les temps et s'est perdu vraiment suite à cette florentinisation proposée par ces séries des peuples qui ont amené les Florentins, donc l'italien entre guillemets, mais ça reste très vernaculaire. Il y a des traits qui sont extrêmement vernaculaires, qui sont typiques des Roms, qui n'importe quel italien, en entendant un certain type d'approche qui se voit surtout sous l'usage des articles, des prépositions, il le ressent tout de suite comme un trait très roman, hein, alors que, par exemple, moi, je suis toscan, et ça s'entend de certaines caractéristiques de ma prononciation. Pour les Romains, c'est effectivement quelque chose qui concerne des catégories grammaticales précises qui sont restructurées, qui sont très, très, très vernaculaires. Et sur la base de ça, en fait, j'ai conduit une étude linguistique d'abord. C'était une étude qui se base d'abord sur les questions d'analyse lexicale, hein, parce que ce que vous voyez sur vos yeux, la richesse lexicale qui est calculée sur la type token ratio, c'est-à-dire la relation entre les typologies des mots et la quantité totale des mots. C'est la première chose qui en fait ressort quand on fait des études de statistiques sur les lexiques. Et ici, ce que j'essayais de voir, c'était la différence entre les styles utilisés dans la poésie en fait de la rue et la poésie publiée. Et ça est intéressant parce que, comme vous pouvez voir, les poems, qui sont les poésies en fait publiées, ils ont une richesse lexicale qui est beaucoup plus limitée. Et statistiquement, en général, la quantité de textes est majeure dans les livres. Donc, il y a comme une sorte de tendance, hein, pour ces textes à être très innovants quand ils sont écrits dans la rue et à être plutôt conservateurs quand ils sont écrits et publiés dans des volumes. Et la même chose se passe quand, en fait, on se trouve face au style, dans le sens que mon hypothèse, hein, en plus, j'ai entendu parler plusieurs entre eux j'ai entendu parler plusieurs entre eux par téléphone, je les ai rencontrés à Rome. En fait, il s'agit des italophones parfaits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des personnes qui se mettraient à parler avec un langage vernaculaire roman typique. Et en fait, ce qu'ils font, c'est de reconstruire à l'intérieur de la poésie certaines structures typiques du registre vernaculaire roman pour mieux caractériser leur texte. Et ce que vous voyez sur vos yeux, c'est une étude stylistique basée sur leur activité poétique. Ce type d'analyse, je ne sais pas si entre vous, il y a quelqu'un qui s'occupe de ces questions-là, se font sur la base de la fréquence moyenne des stop words, c'est-à-dire les prépositions, les articles, tous les typologies lexicales qui ne sont pas, qui sont les plus fréquents, mais qui ne sont pas en fait sémantiquement intéressantes. Je veux dire, si vous prenez dans un texte, les mots amour va avoir un nombre de récurrences qui est sûrement inférieur, beaucoup inférieur par rapport à 2. Et en fait, l'usage, par contre, de ces catégories, des function words, des stop words, est quelque chose qui gère les phrases, en fait. Et justement, il y a beaucoup d'études stylistiques sur cette analyse-là, notamment en France, nous avons entre je pense, les meilleurs chercheurs qui s'occupent de ces questions-là, comme je pense à Jean-Baptiste Camp ou Florian Cafiero. Ce sont des études qui sont très prometteurs et qui, en fait, permet de dire beaucoup sur les textes. Là, ce que j'ai fait, j'ai essayé de voir, et c'est un consensus tree qui vous montre les différences, quelles sont les analogies, les différences entre les textes écrits dans la rue et les textes écrits en fait dans les livres. Et ce que
est assez évident, c'est qu'effectivement, il y a une grosse différence des styles entre les deux, mais la chose intéressante est qu'effectivement, si vous regardez les clusters qui se sont créés à l'intérieur de ces consensus trees, les styles qui utilisent dans la rue, ils mettent ensemble des poètes différents dans une façon plus forte et plus marquée que mettre ensemble plutôt les mêmes poètes entre son style de la rue et son style éditorial, disons. Et ça arrive parce que quand on fait une compte et une analyse statistique de ces stop works, c'est qu'on remarque tout de suite et qui en fait permet à, j'utilisais un module d'extension des arts d'un langage de programmation qui s'appelle Stylo, qui a été développé par Maciej Eder, qui est l'un des grands spécialistes de la stylométrie au niveau international. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est sur le stop words, sur ces mots qui se joue en fait la différence des styles. Notamment parce que tout ce qui est préposition, tout ce qui est article, est utilisé par ces poètes pour imiter un langage vernaculaire qui, en fait, ils n'utilisent pas forcément eux-mêmes dans leur communication quotidienne. Donc, juste pour résumer, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ces poètes essaient de simuler, d'écrire la réalité en utilisant un langage qui ne part pas, effectivement, mais qui est important pour eux parce que caractérise en fait leur dimension populaire et devient instrumental aux objectifs qui se posent en tant que groupe de poètes. Donc, sur la base de ça, en fait, l'analyse stylométrique est tout de suite, ça démontre tout de suite les différences entre style éditorial et style poétique. Ensuite, je vais vers la deuxième et dernière partie, la question des thématiques. Donc, j'ai isolé à l'intérieur de ces corpus des thématiques. Ce sont basiquement 5. Donc, il y a des thématiques liées à les thématiques sociales, existentielles, artistiques, romantiques, liées à l'amour et à la sexualité, je l'ai distingué par rapport à l'amour parce que ce sont des textes extrêmement explicites, donc qui ne rentrent pas dans la catégorie amour dans laquelle il y a une vision de l'amour un peu plutôt romantique, plutôt liée, pas sexuelle du tout. Et effectivement, quand on essaie de voir et de mettre ensemble ces thématiques, on se rend compte que ici, vous voyez une analyse des réseaux de ces thématiques dans laquelle vous avez des points qui sont aussi grands autant de poésies concernent la thématique. Donc, dans ces cas, la poésie sociale et la poésie existentielle sont les plus répandues. Et vous avez les poètes qui sont grands autant de poésies, en fait, ils ont produit. Et les liens aussi sont plus ou moins fins par rapport aux poésies échangées entre les poètes et les thématiques. La chose qui devient intéressante, c'est quand en fait ce type d'analyse des réseaux, on essaie de la mettre en relation entre les thématiques, les poètes et les quartiers. Ce que vous voyez sous vos yeux sont les quartiers de Rome au centre du réseau et qui sont en fait géoréférencés. Donc, si vous voulez, en échelle, en fait, ils ont une distance en échelle qui est la même de la distance géographique réelle. Et en bas, vous avez les poètes et en haut, vous avez les thématiques. Alors, comme vous pouvez voir, comme vous avez remarqué sans doute, les thématiques les plus récurrentes sont les thématiques existentielles et sociales. Et en fait, la chose qui a fait la différence en essayant de les visualiser comme ça, a été de comprendre comment en fait ces thématiques ils vont se répandre sur les territoires des Roms. Et si vous regardez, la poésie existentielle est très très répandue, mais si vous regardez les connexions qu'il y a
avec les quartiers, vous vous rendez compte, oh mince, pardon. si vous regardez bien les liens les plus épais et les liens entre la poésie existentielle et les quartiers du Trullo, ça se voit clairement. Donc, ça veut dire que l'échange est prioritairement avec les quartiers du Trullo. Par contre, la poésie sociale est une poésie qui il est caractérisé par une diffusion un peu plus homogène partout. Donc, comment dire que quand ces poètes ils essayent, enfin, ils veulent parler d'eux-mêmes, des questions liées à la vie, à leur existence, ils le font prioritairement dans les quartiers de leur provenance. Alors que quand ils parlent des questions sociales, en fait, ils le font un peu partout, avec une distribution plus homogène sur les territoires. Pour voir ça, j'ai vérifié. Giovanni, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a 2 personnes qui se demandent si vous êtes toujours en train de parler en fonction du bon slide. Qui ont l'impression que vous devriez passer à un slide suivant. Mais je peux me tromper, hein, je relaye ce que je lis. Attendez, je vais les partager au cas où. Alors, peut-être pas, hein, je ne sais pas. On voit un slide intitulé The Style avec 2 cases blanches, une espèce d'arborescence et puis des colonnades bleues et vertes avec des pourcentages. C'est ce qu'on voit. Ah ouais? Ok, attendez, je vais les partager. Peut-être... Oui, peut-être que ce n'était pas la bonne. C'est bizarre. Attendez, attaque. Alors... C'est bon? Ah oui. Oui, voilà. Donc, pardon. Voilà, ça c'est la... Merci pour m'avoir interrompu. Voilà, là, il y a exactement ce que j'ai dit. Donc, si vous voyez les liens entre les quartiers qui se trouvent au centre du réseau sont différents. Donc, la poésie existentielle est prioritairement échangée avec les quartiers du Trullo, alors que c'est la sociale, elle est répandue plus homogènement, dans une façon plus homogène sur tous les territoires. Et pour voir ça, justement, maintenant je vais repartager, j'ai créé une visualisation spatiale que vous voyez maintenant. Oui? Oui, la carte, OK. Donc, sur ça, j'ai essayé de montrer et de voir, de contrôler, enfin de faire une sorte de vérification de ces analyses. Et j'ai créé une carte qui puisse montrer, par exemple, seulement les poésies sociales, seulement les poésies existentielles, seulement les poésies liées à l'art. Vous pouvez isoler et regarder un peu tout ce qui vous intéresse et vous pouvez aussi lire les textes. Donc, vous avez la possibilité de voir les différents textes et d'avoir les références sur les réseaux sociaux, où vous pouvez, par exemple, voir seulement les poésies de l'un des poètes ou de les mettre en relation avec un autre. Vous pouvez voir les poésies sociales des deux. Donc, ça vous permet d'avoir une interaction avec ces poésies qui changent par rapport à vos intérêts de recherche ou de lecture ou ce que vous voyez. Et aussi voir quels sont les lieux de diffusion plus intéressants, les lieux total de Rome, parce que comme je vous disais, et vous voyez sous vos yeux là, Rome est vraiment une ville énorme, caractérisée par beaucoup de quartiers, et ces poésies se retrouvent un peu partout. Et moi, avec les yeux de quelqu'un qui n'est pas roman, des fois, je me suis un petit peu perdu, et donc j'ai dû essayer de mettre ensemble tous les quartiers pour voir où les poésies en fait étaient, dans quel quartier en fait ils se trouvaient. Vous avez aussi la possibilité de voir où ils sont je l'avais mis ce petit icône représentant les statues dont je vous mentionnais tout à l'heure. Et voilà, la chose qui est intéressante de ce type d'approche, c'est qu'effectivement, ça pose
des questions aussi sur la réception de ces poésies, parce que effectivement, il y a énormément des personnes, des romans qui réutilisent et qui, en fait, ont fait des poésies, des poètes del Trullo, plusieurs choses. Il y a des projets faits à l'école, comme vous voyez à gauche. Il y a des commerces qui utilisent les poésies del Trullo pour faire de la publicité, hein, comme vous voyez en bas. Vous avez des journaux de l'école qui sont pleins de ces poésies. Vous avez des gens qui s'est tatoué des poésies de ces groupes sur ici. Bon, vous avez un cas un peu extrême parce que c'est sur tous les dos, mais il y a vraiment, moi j'ai aussi des amis des Roms qui ont un petit verse de poésie del Trullo tatoué quelque part. Il y a des personnes qui font de la musique avec, comme dans ces cas. Il y a une fille qui joue toutes les poésies. En fait, souvent on voit des vidéos sur les groupes, sur les réseaux sociaux. Ici, vous avez un Italien expat qui fait des Roms, il lit, si vous voulez, je vous montre la vidéo, mais c'est quand même un expat italien qui est à Sydney et qui fait des readings de leur poésie. Donc, il y a vraiment un impact sur la société romaine qui est effectivement visible et qui est vraiment intéressant. La question, juste pour, et là je vais vers la fin, je vais donner 4 slides. Comme je vous disais, Rome est une ville extrêmement problématique. Et vous voyez ici toute une liste des maires qui ont essayé de gérer Rome et qui ont vraiment trouvé du mal. Et la ville a été commissionnée, vous voyez ici, 3 fois au milieu de ces maires. Parce qu'il y avait tellement de problèmes qui ne pouvaient pas être gérés correctement. Et donc, ils ont essayé de trouver des solutions alternatives entre une maire et l'autre. Et la chose intéressante, bon, il y a eu problèmes aussi liés à la mafia, des questions liées, bon, bien sûr, à la crise économique, à une augmentation de la population que la ville ne pouvait pas gérer, la question de la poubelle qui était vraiment dramatique à un petit moment. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu aussi une invasion des sangliers dans la ville qui était vraiment une infection parce qu'ils étaient partout, ils avaient des problèmes aussi sanitaires. Bon, c'est une ville chaotique, problématique. La chose intéressante, c'est qu'à partir de la naissance des poètes del Trullo, ça a commencé un parcours de valorisation des pratiques artistiques patrimoniales qui sont présents sur le territoire et qui se jouent à côté vraiment de ces quartiers. Donc, ces quartiers autour du Trullo dans lesquels ils sont plus actifs, ces poètes, ils sont réservés à leur activité, mais à côté, la mairie de Rome a utilisé en fait une approche semblable à ce qui est présent dans ces quartiers avec l'institution de ces musées, que c'est le musée Muro, qui se trouve vraiment pas loin, c'est à côté, c'est sur l'autre côté sud de Rome, dans lequel en fait c'est possible de visiter un musée en plein air des street art. Un musée des street art qu'on peut aussi visiter. Hein. Enfin, vous voyez ici, vous avez les visites aussi en espagnol, en français, en anglais. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, si vous regardez, je suis mis les liens. Si vous regardez, en fait, la chose intéressante est que ça repropose, ici, bon, c'est pas moi qui a fait ça. Ils ont essayé de faire un catalogue de ces œuvres et aussi des textes qui sont présents dans la ville. C'est vraiment à côté. Ce sont les quartiers du sud à côté du Trullo. Et effectivement, ce type de pratique de valorisation de la street art est une pratique qui est commune à
à plusieurs typologies de villes. Donc, il y a depuis les débuts des années 2000, quand les pittori autonomi del Trullo, les poètes del Trullo, ils ont commencé à comment dire, valoriser ces quartiers, il y a eu une grosse augmentation des projets sur la street art et la patrimonialisation de l'art en plein air, dans tous les côtés sud et les côtés plus problématiques des Roms. Donc, il y a un peu cette impulse qui est né d'un projet déjà existant et territorial. La vision de ça, et c'est un peu ça, ce que je trouve extraordinaire dans leur pratique, c'est qu'effectivement, ces poètes vivent ça comme un acte de résistance, hein, un acte qui représente la résistance populaire et qu'ils voient dans la poésie les moyens central de cette résistance. Et ils sont conscients de ça. Ils le font avec ce type d'approche qui devient aussi une approche qui est l'un des peu approches, je trouve, surtout dans la crise idéologique italienne. Vous voyez la situation politique italienne en ce moment, ça devient l'un des gestes qui peut effectivement proposer un autre type de contestation et d'engagement politique d'un certain type à l'intérieur de la société italienne, en partant vraiment des nécessités et des locales des personnes. J'ai vraiment beaucoup parlé, donc je vous remercie de votre attention. J'espère d'avoir été clair. Et bon, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette très riche présentation qui, je crois, va susciter des questions ou des commentaires. Donc, je laisse l'assistance intervenir. Voilà, il faudra qu'on accélère un petit peu pour laisser le temps ensuite, même si on a commencé un petit peu en retard, à Mélanie Bourdin d'intervenir. Mais voilà, les questions sont ouvertes. David, je crois que tu veux poser quelques questions. Oui, merci beaucoup Giovanni, c'était vraiment passionnant. J'ai découvert des tas de choses. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Denis Saint-Amand qui est à l'université de Namur, mais qui… Oui, vous le connaissez? Ouais. D'accord. Ouais, allez-y, pardon. C'était simplement pour m'assurer que ce soit le cas. Donc, il interviendra en janvier dans le séminaire. Comme ça, c'est noté pour vous et puis pour tout le monde. Je me demandais, dans le lien avec la question de la patrimonialisation qui est vraiment au cœur de notre réseau, bon, j'ai des tas de petites remarques ponctuelles, mais je vais aller vraiment à l'essentiel. Ce qui me frappe d'un côté, c'est que de la part de ce groupe de poètes, il y a la mise en scène. Est-ce que ce renvoi que vous avez évoqué au début à toute une tradition italienne, romaine en particulier, de poésie de rue, mais de siècles antérieurs et qui remonte à très très loin, est-ce que vous en feriez une mise en scène, une relation de leur propre activité actuelle à une forme de patrimoine? Ça me semble être le cas, mais la question la plus cruciale à mes yeux, c'est quelle est la fonction pour eux de se rattacher à ce qui relève dans une certaine mesure, enfin qui peut relever, mais vous allez peut-être me dire que ce n'est pas le cas, au fond de quelque chose qui appartient à la culture admise, alors que par ailleurs ils sont dans une forme de contestation. Donc ça, c'est ce qui peut éventuellement apparaître comme contradictoire ou un paradoxe, mais j'imagine que ce n'est pas le cas et que c'est parce que je ne connais pas bien le contexte. Et deuxièmement, je me posais la question de votre propre rapport à cette production en tant que chercheur et en tant que personne qui va leur donner de facto une visibilité qui les extrait de leur contexte romain de quartier, notamment via l'exposé que vous venez de nous donner notamment, mais aussi par la conception du site web et de l'application qui permet de naviguer et de découvrir ça. Ça donne à cette démarche au fond, vous procédez à une forme de conservation dans un espace numérique. Et est-ce que vous y verriez quelque chose qui relève d'une forme de patrimonialisation et dans quelle mesure vous la distingueriez? Bon, j'imagine que c'est quand même assez distinct de ce qui a l'air de se développer, de ce que vous avez abordé à la fin, via ce musée du street art et ce type de démarche-là. La question, c'est de savoir un peu, est-ce que ça vient des pouvoirs publics, cette demande, enfin cette mise en forme ou disons de
de cadrage d'une activité, je dirais, plus sauvage peut-être que ce qu'eux feraient, ou est-ce que ça vient du groupe de poètes eux-mêmes et au fond, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à cette, je dirais pas récupération, mais enfin, on pourrait peut-être le voir comme ça. Voilà, je vous laisse avec toutes ces questions qui sont posées de façon probablement un petit peu, je dirais irréfléchie, mais voilà, débrouillez-vous avec ça. Merci. Alors, pour la première question, en fait, c'est une très bonne question, mais justement, en fait, la référence par rapport à l'héritage, disons, poétique des poètes de Trullo est un héritage des contestations, populaires des contestations. Donc, ils ne se trouvent pas dans une démarche contradictoire dans le sens qu'ils se sont l'héritier en fait d'une contestation populaire qui commence avec les graffitis qui sont, enfin, si vous allez aussi avoir, j'ai mentionné les graffitis romans, mais aussi il y a beaucoup de graffitis en vulgaire italien qui sont extrêmement extraordinaires parce qu'ils sont bourrés d'insultes, des phrases sexuelles, et en fait ils ressentent cette contestation comme quelque chose comme très culturel de la culture populaire romaine. Et ça veut la même chose pour les Tolkien Statues, pour Pasquino et tout ça. Et effectivement, si vous regardez aussi, je vous ai montré la poésie latine aussi, quand ils font de la mention de la poésie latine, ils ne vont pas choisir Virgile, hein, ils vont choisir Catulle, qui quand même, il a un style et un langage qui n'est pas non plus les langages tranquilles. Enfin, bien évidemment, ça fait quand même partie d'une forme de canon, même si c'est un canon plus marginal que Virgile ou Dante. Mais la question que je me pose alors du coup, c'est est-ce que c'est pour rendre leur démarche mieux intelligible autour d'eux qu'ils font ça aussi? Basiquement, je pense qu'ils le font pour se sentir partie de cette tradition. Okay. Parce que, et ça m'amène à votre deuxième question, qui est une très bonne question. Effectivement, comment dire, ces poètes, c'est difficile de patrimonialiser cette démarche qu'ils font parce que, comme je vous disais, est une démarche qui change chaque mois. Les poésies sont différemment positionnées. Et même les mêmes poésies, hein, dans le sens que dans les murs, il va s'effacer une poésie qui se retrouve de l'autre côté de la ville, par exemple. Et il y a aussi la pratique de l'émulation qui est très répandue. Donc, si vous voulez, il se ressent partie de la ville, mais comme dans une façon qui n'est pas stable, hein, comme si c'était toujours avec cette tendance au changement. Et donc, faire référence en traduction populaire, ça devient un acte de stabilité, de positionnement culturel. Donc, ils se disent, bon, nous, quand même, on fait partie de ça, on est ça, et on représente ça dans la ville, même si notre opération est une opération qui va renouveler constamment parce qu'il n'est pas jamais la même. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué mon point. Voilà. À mes yeux, oui. Oui, et par rapport à la carte, effectivement, la pratique serait sur un positionnement de recherche. La chose qui serait géniale, ça serait d'avoir un lien direct avec eux constant qui pouvait nous permettre d'enregistrer constamment les points qui apparaissent sur la carte pour patrimonialiser leur intention et pas les textes. C'est plutôt l'intention sur l'espace de la ville qui devient intéressant plutôt que les textes singulièrement dans une idée de poétique, parce qu'en plus, entre nous, les poésies il y a des très belles poésies, mais quelques poésies quand même assez simples au niveau des styles, des contenus, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce qu'en passant, ça devient tout de suite partie de toi parce que ce n'est pas difficile. Il y a un accès populaire, extrêmement populaire, alors que des fois, surtout la poésie est devenue pratique extrêmement... Voilà, bon, bref.
Merci. Y a-t-il d'autres questions peut-être, ou des réactions? Alors, Est-ce que je oui. peux poser une question? Bien sûr. Je ne sais pas si je Je vous peux en prie. attiver ma vidéo. Deux mots en italien. Tout d'abord, Giovanni Grazie non conoscevo i poeti del Trullo, quindi è stata una scoperta. Je suis de Rome, donc J'ai entendu tout de suite. ouais, je suis là depuis un certain temps. Je n'arrive pas à mettre la vidéo, donc c'est pas grave. Alors, j'avais une question. Je n'ai pas compris quel est l'âge de ces poètes? Ils sont de quelle génération? Ah, ils ont entre 30 et 40 ans. Ils ont entre 30 et 40 ans. Est-ce qu'ils se revendiquent tous d'une influence pasolinienne, par exemple? Non. Non, parce que le quartier dont tu parles, enfin, nous sommes vraiment en plein milieu du quartier de Pasolini et de tout ce que Pasolini a décrit dans ses romans. Et même les noms, Erbestia, ça fait vraiment Ragazzi di Vita dans le roman de Pasolini. Ouais. J'ai Alors, posé la question directement. Ouais. J'avais posé à Inouï, au chef du groupe, la question. Il m'a dit que, enfin, pas spécialement, disons, c'est pas enfin, mais c'est, oui, j'avais eu les mêmes idées, en fait, la même idée. D'accord. Et l'autre réaction, c'est qu'en fait, cette poésie va dans le même sens de ce que fait le cinéma italien des dernières années, c'est-à-dire revendiquer la centralité des périphéries par rapport au centre. Donc, tous les films des dernières années, en fait, exaltent, que ce soit la mafia sur la côte romaine ou des choses plus romantiques et plus simples, mais c'est vraiment une revendication de remettre la périphérie au centre de la société italienne d'aujourd'hui et de Rome en particulier. Oui, tout à fait. Et en plus, par rapport à ça, c'est joue la bataille sur idéologique, post-idéologique d'aujourd'hui en Italie. La périphérie devient, on l'a vu avec ces élections et tout ça, mais c'est exactement ça. Et je pense notamment aussi à la filmographie, par exemple, des derniers Caligari avant de sa mort aussi tous les films qui sont en train de sortir comme Frick, il y a un peu une épopée populaire des périphéries qui est assez développée. Mais oui, mais je suis totalement d'accord. Ça, ce sont des racines récentes de ces phénomènes aussi cinématographiques, je trouve. Ouais, c'est très bon. Je n'avais pas réfléchi jusque-là. Merci pour la remarque. Merci beaucoup, Giovanni. Merci. Merci pour cet échange. J'aurais peut-être encore une question si personne n'en a d'autres. Oui, alors peut-être une dernière question et nous changerons ensuite d'intervenant. Mais si quelqu'un veut y aller, je me la garde. Je l'enverrai par écrit. Il y a René qui a manifestement une question, donc je me cloue le bec. Voilà. Ouais, tu travaillais pour que je parle. Merci Giovanni. J'ai pas pu écouter aussi attentivement qu'il aurait fallu, mais je voyais qu'il y avait certaines récupérations de ces poèmes dans la publicité, mais est-ce qu'il y a le travail de relais sur les réseaux sociaux? Autrement dit, les poètes eux-mêmes pourraient décider de se servir de ces lieux d'inscription et de pouvoir les promouvoir ensuite par Instagram ou par certains fils où il y aurait une sorte de filiation qui serait déclarée et qui sortirait des rues immédiates de Rome pour pouvoir toucher un public peut-être plus large éventuellement. Ouais, merci pour la question parce que ça me donne la possibilité de dire une chose que j'ai oubliée. En fait, ça me fait plaisir. Totalement oublié. Il y a quelques temps, ils ont publié un Call for Poetry dans lequel ils ont demandé en fait, aux personnes d'envoyer des poésies pour pouvoir eux-mêmes distribuer les poésies des gens, même en dehors de Rome, dans la ville de Rome. Et ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ils ont reçu quelque chose comme, il me disait Inouï, comme plus de 5000 poésies. Qui pour un groupe local qui venait de tous les côtés d'Italie. Et en fait, ils les ont écrites à Rome, un peu partout, en respectant, disons, exactement les textes d'origine des personnes. Mais la chose est qu'effectivement, alors, il y a des plus doués spécialistes de ces phénomènes que moi, mais bon, ma perception est qu'effectivement, la poésie de ce type devient
tellement lié à un endroit et que partout, en fait, même dans ma ville, il y a des petits groupes de poètes, qu'effectivement, ça reste un phénomène local. Donc, même les réseaux sociaux, ils sont extrêmement utilisés par ces groupes de poètes, mais seulement pour montrer ce qu'ils font aux personnes qui n'habitent pas là, mais il n'y a pas l'aspiration à sortir. Parce que, quand même, à part des collaborations qui sont présentes, il y a des poésies de Trullo qui se trouvent aussi à Bruxelles, par exemple. Mais à part des cas sporadiques comme ça, il n'y a pas l'intérêt. Il n'y a pas l'intérêt, je pense. C'est mon opinion, je ne sais pas. Il y a quand même construction d'une certaine forme de communauté entre les poètes et entre les poètes et les amateurs qui sont des lecteurs, mais peut-être participants aussi à certains égards. Exactement, exactement. Merci. C'est comme une instance locale.